Merci de rester fidèle au programme de Médien. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission L'invité de la rédaction. En prévision de l'hivernage 2025, le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement a présidé une importante réunion du Comité national de gestion des inondations. L'objectif a été de faire le point sur les actions en cours et à renforcer la coordination entre l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la prévention et la gestion des inondations. Quelles actions préventives pour une gestion efficace de la question? Quelle contribution des différentes parties prenantes pour une gestion inclusive et participative des inondations? Les éléments de réponse, nous les aurons sur ce plateau avec M. Madické Cissé. Je rappelle que vous êtes le directeur de la prévention, ou le directeur, ou bien que vous dirigez plutôt la direction de la prévention et de la gestion des inondations au ministère sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement. Merci, M. Cissé, d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Daouda pour cette invitation qui nous permet aujourd'hui d'échanger avec la communauté internationale, notamment également, particulièrement aux citoyens marocains qui suivent cette émission-là depuis le Maroc et un peu partout dans le monde. Tout à fait, d'autant plus que la chaîne elle est panafricaine, donc également suivie un peu partout sur le continent. Et je le disais en introduction, le ministre sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement a procédé aujourd'hui, a présidé plutôt la réunion du CNGI. Aujourd'hui, quelle est la composition de ce comité et les missions qui lui sont assignées, surtout avec l'hivernage 2025? Alors, comme vous l'avez si bien dit, M. le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement a déjà réuni le Comité national de gestion des inondations, qui est un organe qui regroupe l'ensemble des structures opérationnelles qui interviennent dans la prévention et la gestion des inondations, notamment la DPGI, l'ONAS, l'ADEME, l'Agence de développement municipal, l'APIX, la SENTER, l'armée, le Promoville, autrement dit, toutes les structures opérationnelles qui, d'une manière directe ou indirecte, participent à mettre en place des réseaux allant dans la gestion des inondations. À cela s'ajoutent également les gouverneurs de région qui sont les présidents de CRGI, Comités régionaux de gestion des inondations. Et parler de CRGI, donc à l'échelle locale, nous avons associé les maires des zones les plus impactées, mais également les élus du peuple qui ensemble, et les OCB qui vivent également dans ce secteur. Donc, comme vous l'avez si bien dit, pour une gestion inclusive de la gestion des inondations, avec une stratégie, non pas du up-down, mais du top-down, mais une stratégie up-down. Ça veut dire que tout se passe, que les décisions se tiennent à la base et remonter. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, les communautés sont impliquées, les structures opérationnelles, également toutes les autres parties prenantes. Pourquoi ce choix aujourd'hui d'une gestion inclusive et participative de la gestion des inondations? Parce que d'abord, la première riposte en termes d'inondation, c'est la communauté. L'État central, quel que soit Alpha, est organisé par des structures. Mais s'il y a une inondation dans une zone où l'État central n'est pas présente, naturellement, ce sont les populations qui vont déployer les moyens de bord. Donc, nous avons compris que la riposte, elle est d'abord communautaire. Même ici, dans les grandes villes, que ce soit à Dakar, partout, quand il y a inondation, avant que les services de l'État arrivent, il va de soi que la communauté intervient en premier lieu, d'où la nécessité et l'idée que M. le ministre a implémentée d'avoir impliqué les OCB. En un mot, ce qu'il faut tenir, la nouvelle stratégie de l'État, c'est que la première riposte, elle est d'ordre communautaire. Et on reste avec ces communautés dont vous avez parlé pour parler des héros des journées Setal Suñu Réew. Il s'agit de Sénégalaises et Sénégalais qui sont fait distinguer lors des journées mensuelles d'investissement humain, ce qui leur a valu quand même des décorations du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Dans votre stratégie de prévention comme de gestion des inondations, quelle place occupent aujourd'hui ces actions communautaires-là, comme vous l'avez rappelé, qui sont les premières victimes de ces inondations? Nous avons tassé les zones Setal Suñu Réew avec le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement l'année dernière. Nous étions les premiers à organiser ces journées de nettoiement. Mais à notre grande surprise de satisfaction générale, le linéaire de canaux qui ont été curés par les populations a dépassé plus de 40 km. Et ça, c'est juste simplement avec les moyens de bord et les OCB. Il y a même des réseaux que nous n'avions même plus
que nous n'arrivions même plus à identifier à l'échelle locale et qui ont été déterrés, entretenus par ces organisations communautaires à la base. Donc, les résultats de l'année dernière nous ont tellement valu satisfaction, on a pensé pérenniser cela et c'est pas gratuit si Michel le Président de la République a pensé à décorer ces héros et héroïnes qui se sont distingués vraiment tout simplement par une motivation d'ordre communautaire. Et au niveau de votre direction, la DPGI, quelles sont les actions préventives prévues pour une meilleure gestion des inondations pour l'hivernage 2025? Puisque quand même l'État cette année a très tôt pris les devants, même si vous rappeliez tout à l'heure que vous n'avez pas pris les devants, mais vous y étiez déjà, puisque vous travaillez toujours sur ces questions-là des inondations. Alors, donc, quand vous parlez des actions prévues pour 2025, ça me fait rire parce que on ne prépare pas une inondation à 2 mois ou bien à 3 mois, n'est-ce pas? C'est autrement dit, les actions de prévention que l'État du Sénégal est en train de déployer en termes de prévention sont énormes. Dès à présent, avec la DPGI et grâce au soutien de l'AFD du Fonds vert climat, nous avons mis en place un projet phare, un projet qu'on appelle le projet de gestion intégrée des inondations urbaines au Sénégal. Et ce projet aujourd'hui a permis à l'État du Sénégal d'avoir, en termes de connaissance des risques d'inondation, une cartographie de toutes les zones inondables à l'échelle nationale, mais également de manière précise sur un rayon de 10 000 km² où nous avons pensé les zones les plus sensibles au risque d'inondation, notamment le triangle Dakar-Bourg-Thiès, l'axe Touba-Diourbel, l'axe Kaolack-Kaffrine, la région de Tambacounda, Kédougou, Matam et Kolda, qui constituent les 7 zones que nous considérons comme étant les plus vulnérables à l'échelle nationale. Nous ne sommes pas restés là. Cette cartographie-là nous a permis également de faire ce qu'on appelle des combinaisons entre une pluie qui tombe en fonction des modélisations, parce que, je le dis au passage, nous avons réalisé cette cartographie sur la combinaison de 2 facteurs. Un modèle numérique de terrain de haute précision, 2 cm, avec un lidar, mais également des modélisations hydrauliques qui nous ont permis d'avoir des retours de pluie de 10, 25, 30, 50, 100, jusqu'à 1000 ans. Donc, on a fait des modélisations sur des quantités de pluie qui pourraient tomber sur l'État du Sénégal pour savoir quelle serait la situation en cas de pluie d'un retour de type centennal, en cas de pluie d'un retour de type trentennal, en cas de pluie d'un retour de tel. Et tout cela nous ont permis d'avoir la carte des zones d'inondation, mais également la carte des risques d'inondation. Et beaucoup de planification et de prévision que vous avez fait. Et j'aimerais que nous restons sur cette cartographie-là dont vous avez parlé, une cartographie de toutes les zones sensibles du pays, ainsi que la planification spatiale des opérations pré-hivernage. Quelle place aujourd'hui a occupé la recherche et la gestion même des données dans cette phase de cartographie et de planification? Ne serait-ce que déjà ces outils de modélisation, ces outils de modèle de terrain que nous mettrons à la communauté scientifique participent aujourd'hui à développer la recherche. Et nous sommes en phase avec pratiquement toutes les universités, la communauté scientifique, parce que tout simplement, il y avait un manque de données. Quand vous êtes aujourd'hui un étudiant, un doctorat en géographie, et que vous n'avez jamais touché un modèle numérique de terrain, ça veut dire que ça pose problème. Et le modèle numérique de terrain que nous disposons aujourd'hui, nous l'avons mis même en lien. Vous cliquez sur http://pgis.sec.gouv, vous avez le modèle numérique de terrain qui vous permettra d'entrer et de faire vos recherches et de travailler pratiquement sur tes modélisations. Donc, ces outils-là, nous les avons mis à la communauté scientifique, mais également à la disposition de toutes les structures opérationnelles de l'État. Aujourd'hui, il n'est même plus permis à une structure de l'État de mettre en place une infrastructure sans avoir consulté cette cartographie-là, sans avoir consulté ce modèle numérique de terrain pour savoir est-ce que l'infrastructure que nous voulons réaliser est bien implantée, est-ce que l'infrastructure est implantée dans une zone inondable ou bien dans une zone à faible risque d'inondation. On ne dit pas que, même si c'est dans une zone inondable, quel type de construction faudra-t-il? Et nous restons avec les outils dont vous parlez, mais cette fois pour parler des plans d'alerte précoce élaborés par l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, et la Direction générale de la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau pour la surveillance des risques de débordement aujourd'hui du fleuve. Qu'en est-il de ces plans d'alerte-là? Alors, ce qu'il faut retenir avec les plans d'alerte OMVS, c'est tout simplement parce que quand il commence à pleuvoir en Guinée, il va de soi que ces pluies-là vont descendre petit à petit vers le Sénégal qui est
l'aval du fleuve Sénégal. Et si on ne surveille pas en amont les quantités de pluie et le volume d'eau qui est au niveau du fleuve Sénégal, on pourrait avoir des surprises. C'est pour cela que donc, et si vous regardez un peu la vallée du fleuve Sénégal, il y a des zones qui sont pratiquement dans des zones de montagne, une bonne partie de la Mauritanie en allant vers Bakel, à l'ouest du Sénégal, au nord du Sénégal, ce sont des montagnes et dans la partie alluviale du Sénégal, c'est une plaine. Ce qui fait que donc les zones ne peuvent pas peut-être connaître des débordements du côté de la Mauritanie, mais du côté de Bakel, où pratiquement c'est une plaine alluviale, ça crée des dommages. Donc, il revient maintenant à l'OMVS de mettre des plans d'alerte pour dire attention, la crue va arriver à Saint-Louis ou bien à Podor ou bien à Matam dans 2 ou dans 3 jours. Et ça va permettre donc d'informer les populations, de prendre les dispositions. Mais Autant en tout cas d'actions de prévention et de gestion que vous avez mis en œuvre. Merci encore, Monsieur Madické Cissé. Je rappelle que vous dirigez la direction de la prévention et de la gestion des inondations au ministère sénégalais de l'hydraulique et de l'assainissement. Merci encore d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir également d'échanger avec vous sur ces questions-là. Merci Daouda, le plaisir est partagé et je laisse à vos dispositions pour une autre émission s'il vous plaît. Merci encore, ce sera avec plaisir. Merci à nos collègues de l'équipe technique pour les facilitations et pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programme sur nos antennes.